Donc aujourd'hui, vous pouvez voir, le titre de ma présentation, c'est « L'immortel suicidaire, étude du désir de la mort en science-fiction ». Nous savons que l'être humain rêve d'immortalité, les androïdes de moutons électriques. Mais savons-nous de quoi rêvent les robots? Lorsque la réalité de la mortalité humaine n'importe pas et que leur corps métallique demeure inchangé face aux assauts du temps, que peuvent-ils désirer de plus? En d'autres mots, que veut celui qui a presque tout de l'homme, sinon son humanité? Pour le dire simplement, la mort. Nous proposons une étude des limites de l'immortalité robotique chez Asimov. L'immortel suicidaire, figure qui n'existe pas seulement en science-fiction, mais qui trouve chez Asimov un véhicule idéal pour s'actualiser, servira de tremplin à notre analyse. Avec comme corpus principal le roman L'homme bicentenaire ainsi que les nouvelles ségrégationnistes, malheureusement seulement en anglais, et Le robot qui rêvait d'Asimov, nous présenterons les caractéristiques essentielles de la figure. À partir de ces caractéristiques, il nous sera possible de comparer le robot suicidaire aux autres immortels qui existent en littérature de science-fiction et de fantasy pour en dégager les conditions de possibilité. Avant toute chose, posons-nous la question. Dans un contexte d'immortalité, qu'ont en commun Dracula, les dieux égyptiens et les robots d'Asimov? La réponse, rien du tout. L'immortalité, même s'il s'agit d'un concept qui se résume en essence au fait de vivre éternellement, trouve dans la définition de la vie et de la mort assez de variantes pour que l'état soit dissemblable chez chacune de ces figures. Chez Asimov, ce sont des questions d'ordre ontologique qui sous-tendent le phénomène. Comme les robots asimoviens présentent tous les caractéristiques d'être immortels mais pas indestructibles, nous utiliserons le terme robot au lieu d'immortel pour faire état de cette réalité. Les robots qui dérogent à la règle ou qui font état de notre étude seront nommés. Bon, première caractéristique. La première caractéristique du robot suicidaire est la vie. Le robot doit être en vie s'il veut être en mesure de se l'enlever, logiquement. La première question à se poser en arrivant chez Asimov est donc, comment peut-on définir ce qui est humain? Comment définir la vie? Un robot qui est en mesure d'éprouver des émotions, qui est conscient d'exister et qui est apte à prendre ses propres décisions, peut-il être considéré comme un être vivant? Si nous nous fions aux trois caractéristiques évoquées par François Rollin dans Comment définir la vie, toute entité complexe, capable de se reproduire et sujette à l'évolution, est vivante. Le robot, d'une complexité incroyable, apte à construire ses semblables et pouvant modifier ses organes et ses membres selon les besoins, ferait ainsi partie du règne des vivants. Pourquoi alors existe-t-il encore, comme l'exprime si bien le chirurgien dans la nouvelle ségrégationniste, de malaise quant au statut du robot en société? Dans notre réalité, cette question est depuis longtemps d'actualité. Il existe d'ailleurs déjà un débat quant au droit potentiel des robots intelligents. Cela, même si nos robots sont loin d'être aussi perfectionnés que se retrouver en science-fiction. Chez Asimov, le même discours existe, mais il se frappe au fait accompli. Dans Le robot qui rêvait, comme dans Ségrégationniste, les robots sont intelligents, ils sont capables d'émotions, ils évoluent, mais ils sont quand même pas considérés comme des humains, autant socialement que légalement. Elvex, le robot de la nouvelle Le robot qui rêvait, a été créé par erreur par la roboticienne Linda Rush. Mais ce robot-là est capable de pensée cohérente, possède le vocabulaire adulte, et caractéristiques qui lui est propre, il peut rêver. Or, le prix d'une telle évolution, c'est qu'il va se faire tirer en tête par la psychologue. Donc, chez Asimov, il n'y a aucun avantage à évoluer au-delà du stade du robot. L'univers asimovien, s'il définit assez bien les caractéristiques propres à l'humanité, ne prend pas de gants blancs lorsqu'il vient à en protéger les frontières. S'il est assez évident que les robots sont vivants au sens interrelationnel du terme, ce n'est pas le cas d'un point de vue biologique. La distinction entre humain et robot... C'est bon. La distinction entre humain et robot est plus complexe qu'une simple précision terminologique. Par exemple, on pourrait les distinguer en disant que l'humain est né et que le robot est créé. Par contre, ce qui distingue vraiment le règne animal, l'homme, du règne mécanique, le robot, c'est la composition de l'organe auquel on attribue la source de la vie. Si je vous demande où se trouve dans le corps humain l'élément central à la vie, certains diront le cœur, d'autres le cerveau. En pratique, les deux sont nécessaires, le premier servant à alimenter le corps à l'énergie et le second agissant comme boîte de contrôle. Si je complexifie la question et que je demande où réside la conscience, là, où en serions-nous? Détruisez le cerveau dans un environnement où il n'est pas nécessaire, par exemple lorsque tous les organes sont connectés à des appareils, et l'individu continuera de vivre tout en cessant d'exister. Détruisez le cœur et, dans le même contexte, la conscience comme la vie sortiront indemnes.
Une nouvelle d'Asimov présente rarement la destruction totale du cœur de qui que ce soit. C'est pas une nouvelle violente. Mais dans un contexte moins radical, la comparaison fonctionne toujours. Dans la nouvelle ségrégationniste, il question du remplacement d'un cœur organique d'un humain par un cœur mécanique. Et c'est un peu c'est une partie de la problématique que je présenterai plus tard. Mais dans ce cas-là, la vie comme la conscience, la personnalité de l'humain, va subsister. L'individualité d'un être, et par extension sa conscience, réside donc dans le cerveau. Ceci peut sembler aller de soi, mais dans le cas d'un être qui n'est pas toujours construit à l'image de l'homme, il faut savoir quoi détruire pour être en mesure d'entraîner la mort. Chez Asimov, la source de la vie du robot, et ce qui lui donne, dans certains cas, une conscience, est nichée dans ce qu'il nomme le cerveau positronique. Asimov, décidé d'Airobi, sa première nouvelle, à faire de ces robots des créatures intelligentes et aptes à cohabiter avec les humains, ceci en réponse au discours social de l'époque, qui était plutôt axé vers la démonisation du robot, en fera des êtres intelligents et anthropomorphes. Ils auront l'air humain, parleront, penseront indépendamment, ressentiront des émotions. Ils seront même, dans certaines sphères, plus humains que les humains. Comme l'explique So Young-Chu dans Do Metaphors Dream of Little Sleep, insofar as robot behavior is defined by the three rules of robotics. Là, Asimov's robots are archetypes of the human conscience. The rules of robotics, as one of Asimov's characters point out, constitute not only the vital principles of robot design, but also the vital principles of human ethics. As entities inherently faithful to the principles of human ethics, Asimov's robots embody humanity more exemplarily than could any actual human being. Pour un peu résumer la pensée de Chu, pour le robot, il n'y a pas de flou moral ni d'ambiguïté. Les trois lois de la robotique, que je ne vous les pas, je les présente là. En fait, il y en a quatre, mais la loi 0 est venue après, donc on ne l'inclut pas dans. Les trois premières lois, c'est les trois d'origine. La loi 0 est venue après. Mais on pourra en parler plus dans la période de questions, si vous voulez, s'il vous plaît. Bon, puisque les trois lois de la robotique sont hiérarchisées, et en théorie, permettent au robot de comprendre sa relation avec le monde sans ambiguïté. Ils peuvent donc respecter les lois humaines mieux que les humains, principalement parce qu'ils n'ont pas le choix, le non-respect des lois entraînant la désactivation. Cette hyper-humanité, si vous me permettez le terme, les amène à la frontière de l'humanité. Ce qui leur manque pour atteindre ce statut, c'est d'être mortel. Andrew, le robot qui deviendra humain dans le roman L'homme bicentenaire, s'exprime sur la problématique en se demandant, début de la citation, quelle est la plus grande différence qui existe entre mon cerveau positronique et un cerveau humain? C'est que mon cerveau est immortel. Ce qui importe, c'est que les cellules organiques du cerveau humain meurent, qu'elles soient condamnées à mourir, mais mes circuits positroniques durent maintenant depuis au moins 2 siècles sans détérioration perceptible. Dans la pratique, mon cerveau est immortel. N'est-ce pas là la barrière fondamentale qui me sépare de la race humaine? Les humains peuvent-ils tolérer l'immortalité chez les robots? Non, les humains peuvent tolérer l'immortalité chez les robots parce que c'est une qualité pour une machine de durer longtemps et que personne ne se sent psychologiquement menacé par cela. Mais ils ne pourraient jamais tolérer l'idée d'un être humain immortel, étant donné que leur propre mentalité n'est supportable que dans la mesure où elle est universelle. Qu'une seule personne soit affranchie de la mort et toutes les autres se sentent atrocement flouées. Comment donc transcender l'état de robot, sinon en acceptant d'abdiquer son immortalité? Et qui dit abdication dit nécessairement mort. Et la deuxième caractéristique du robot suicidaire, c'est la mort. Nous devons définir... J'avais comme une limite d'image, j'ai comme 4 images que je réutilise tout le temps, donc ça c'est mes images. Et pour ceux qui ne savent pas, l'homme, c'est Data des films de Star Trek, et en bas, on ne voit pas très bien, mais c'est Sonny du film iRobot. Et c'est 2 exemples, en fait, de cerveau positronique. Un qui est à l'image des cerveaux positroniques d'Asimov, et un qui est plus une genre de carte graphique. J'ai une question sur des deux. Oui, allons-y, c'est bon. Bon, nous venons de définir ce qu'est un robot et ce que représente la vie robotique. Or, dans ce contexte, et avant de pouvoir parler de robots suicidaires, il faut définir, dans le cadre de la science-fiction, et plus précisément de la robotique asimovienne, ce que signifie le verbe « mourir ». Commençons de manière générale. Selon Larousse, oui, la mort est la perte définitive par une entité vivante des propriétés caractéristiques à la vie, entraînant sa destruction. Cette définition, si on considère le robot comme un corps métallique inaltérable dans lequel réside une source de conscience quelconque, ne colle pas. Un robot, même s'il n'a plus conscience ou qu'on lui enlève son individualité, peut accomplir les tâches pour lesquelles il a été programmé.
Dans l'univers asimovien, les robots, même s'ils sont considérés comme des êtres vivants, ne meurent pas au sens humain du terme. Éteignez un robot et vous pourrez le ranimer sans qu'il ait subi de dommages. C'est là un des avantages d'une mémoire non biologique. Le mouvement n'est pas nécessaire à la préservation. L'ambiguïté de la nature de la mort naît à l'instant où la conscience survit à l'arrêt total des fonctions vitales. La disparition de la conscience, lors de la mort, est une des caractéristiques essentielles à l'humanité. C'est pour cette raison que le robot, dans la dichotomie artefact organique telle que la conçoit Lisa Sunshine dans Strange Concepts and the Stories of Impossible, partage les mêmes caractéristiques qu'un grépin. Oh, non, on n'est pas encore. Qu'un grépin ou un séchoir à cheveux, même s'ils sont conscients d'exister. On parle souvent de les mettre hors service, de les reprogrammer, même de les détruire, mais on ne parle jamais de les tuer. Le verbe semble ne pas s'appliquer aux êtres mécaniques. Une petite parenthèse. Il faut mentionner que notre réalité est beaucoup plus flexible lorsque vient le temps d'utiliser le verbe mourir. En effet, on entend souvent « mon téléphone est mort » ou « mon ordinateur est mort », même s'il n'y a aucune ambiguïté dans notre compréhension de la réalité quant à la valeur d'artefact du terme intelligent, comme dans téléphone intelligent, associé à tels appareils. Chez Asimov, toutefois, nous ne retrouvons pas ce genre d'expression. Oui. Troisième caractéristique du robot suicidaire, la conscience d'exister. Mais la partie importante, c'est que le robot doit avoir un corps, doit exister en tant qu'individu. C'est ça le résumé de mon point. Dans l'univers asimovien, les robots n'ont pas toujours eu la capacité de penser, et encore moins de comprendre leur existence et leur immortalité. Au début, il n'y avait que de simples robots spécialisés, dédiés à des tâches de routine bien précises. Par exemple, un robot jardinier, un robot nettoyeur, du type qu'on retrouve dans la nouvelle Le Barbe. On vient ensuite arriver sur le marché des robots plus anthropomorphes et capables de s'adapter aux imprévus, capables d'évoluer, dans le genre de MBR 113, Andrew Martin, l'homme bicentenaire. Le cerveau de ces derniers, parce que la robotique était alors une science inexacte, comme l'affirme Norman Minsky, robot psychologue dans le roman, pour la US Robots, était plus disposé aux irrégularités et à l'évolution de la conscience de soi. La majorité des nouvelles et des romans d'Asimov mettent en scène ce type de robot. En réaction aux problèmes engendrés par ces derniers, dont l'entrée d'Andrew dans l'humanité, la US Robots mit au point des robots ultra perfectionnés, mais qui n'avaient pas de cerveau individuel et qui étaient régis par une IA centralisée, désincarnée, donc qui n'avait pas de corps. C'est ici qu'entre en jeu la notion de corps, ou, dans le cas du robot, si nous voulons emprunter le vocabulaire asimovien, de véhicule. Et là, j'espère que ça va fonctionner. J'ai un dialogue, en fait, qui explique la réalité que je viens de décrire. Ah non. Ah, première catégorie, bon, vous voyez, c'est un grille-pain, un séchoir à cheveux. Même, on peut considérer que nos ordinateurs à nous, dans la réalité, sont de la première catégorie, puisqu'ils n'ont pas conscience d'exister, ils ne peuvent pas prendre des décisions par eux-mêmes, et ainsi de suite. La deuxième catégorie, c'est les robots qui sont indépendants. Bon, ça c'est Terminator, c'est un peu moins joyeux, mais c'est le même concept. Et troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle en anglais un peu le hive mind. C'est dans le film iRobot, ce serait Vicky qui serait l'intelligence artificielle désincarnée et les 40 000 Sony qui seraient un peu les robots sans cerveau qui font ce qu'elle veut en fait. Et, bon, ces personnages-là existent. Il y a un robot et un humain. Et ça fonctionne. Ça, c'est dans la nouvelle L'homme bicentenaire. Il y a un humain qui va parler avec Andrew et ils vont avoir justement la discussion par rapport à la nécessité du corps dans la compréhension de la mort. Tu n'as pas entendu parler, c'est vrai, et bien Andrew, ils ont commencé à fabriquer des unités centrales de contrôle pour leurs robots, des ordinateurs positroniques géants. En fait, capables de communiquer partout avec une dizaine à 1 millier de robots par micro-ondes. Les robots qu'elles produisent maintenant n'ont pas de cerveau. Et là, Andrew répond, pas de cerveau, mais comment font-ils pour? Les cerveaux géants centraux font tout le travail de traitement informatique à leur place. Les unités robots elles-mêmes ne sont rien d'autre que le membre mobile du centre de pensée. Est-ce plus efficace? Alors, ça c'est long, mais je peux vous résumer en fait. C'est que le US Robots, en réaction au fait qu'Andrew a réussi à atteindre l'humanité, va décentraliser l'intelligence pour faire en sorte que, comme c'est écrit, le cerveau désincarné ne peut pas exiger l'humanité parce qu'il n'y a pas de référent. Les humains sont corporels, l'intelligence artificielle est désincarnée, et donc là, il y a une rupture de réalité qui ne peuvent pas établir de pont. Donc, c'est un peu pour ça qu'ils ont fait ça. Et les corps robotiques
Ils n'ont aucune conscience, donc ils ne peuvent pas viser non plus quoi que ce soit. Et ça, c'est la troisième catégorie. Quatrième catégorie, le robot doit comprendre qu'il y a une distinction entre lui et l'humain. Donc, une distinction ontologique. Dans l'homme 800 de mer, le robot NDR 113 est en quête d'humanité. Lors de son cheminement qui durera 200 ans, il sera confronté plus d'une fois à la mort. Sa première rencontre avec celle-ci le laissera perplexe, parce qu'il ne s'agira pas d'une réalité qu'il peut subjectivement comprendre. Et je cite le roman, « Andrew ne s'était jamais retrouvé au chevet d'une personne mourante. Il n'avait jamais même vu de mort. Il savait que mourir était la façon humaine de cesser de fonctionner. C'était un démantèlement involontaire et irréversible que tous les humains connaissaient un jour ou l'autre. Comme c'était une chose inévitable, Andrew voulait croire que les humains la regardaient comme un processus naturel qui allait de soi, et ne la considéraient pas avec peur ou dégoût. Mais il n'en était pas absolument persuadé, en effet. » Fin de la citation. Andrew fait ici preuve d'une certaine innocence qui qu'ont habituellement les enfants. Sans référent adéquat auquel comparer l'expérience, elle demeure vide de sens pour lui, inatteignable. Si Andrew connaît la mort de manière théorique, parce qu'il est capable de lire, donc il a cherché le mot, et ça n'a jamais fait pour lui d'un démantèlement inévitable, il ne sera jamais, en théorie encore une fois, en mesure d'en faire l'expérience. Ce manque à la réalité d'Andrew est encore une fois lié à la composition de son cerveau. Dans la nouvelle ségrégationniste, un robot chirurgien discute avec un humain désirant recevoir un cœur métallique les répercussions d'un tel choix. Et j'ai encore fait des dialogues. Et là, c'est le chirurgien qui est un robot qui discute avec son associé qui est aussi un robot. Donc, c'est deux robots qui discutent de la possible altération d'un humain vers, en fait, la cyborgisation de l'humain vers le robot. I suppose it will come to that someday. Metalos, les métallos, c'est les humains qui veulent devenir robots, en fait. Ben, cyborg, probablement, puis finalement robot. That aren't really metalos at all, but a kind of flesh and blood. You don't mind. Là, avec le contexte un peu, le chirurgien, il y a deux types de cœurs. Il y a un cœur organique qui peuvent transplanter au lieu du cœur humain, qui est composé de tissus qui peuvent être acceptés par le corps humain. Tandis que le corps métallique, qui est supposément, dans la croyance populaire, plus résistant et qui offre, en théorie, l'immortalité, ce qui n'est pas vrai, on l'apprend dans la nouvelle, mais en théorie, le chirurgien est contre ça. Lui, il croit vraiment à la ségrégation, justement, le titre, du robot et de l'humain. Et bon, le dialogue exprime un peu cette réalité-là. Why not? And metallized humans beings too. We have two varieties of intelligence on Earth now, and why bother with two? Let them approach each other, and eventually we won't be able to tell the difference. Why should we want to? We have the best of both worlds, the advantages of man combined with those of a robot. Bon, là, lui, évidemment, il va comme... n'est pas d'accord. Bon, sa logique, blablabla, peu importe, le cœur de la logique ici, c'est que le robot devrait rester robot, devrait conserver son immortalité, en tout cas selon le point de vue d'un robot, et l'humain devrait rester mortel. Ce qui dérange en fait dans la dichotomie artefact organique, c'est que si un transfert, un passage d'un côté à l'autre, ça va déranger l'ordre naturel des choses. Dans ce cas-là, c'est ce que le chirurgien essaie d'empêcher. Donc, continuons. Bon, et j'ai fait un diagramme de veine, de peine de misère, avec des rondes en peintre. Imaginons la dualité robot-humain dans un diagramme de veine. À gauche, à droite, bon, oui, à droite se trouve le robot avec son cerveau mécanique et son corps de métal. À gauche se trouve l'homme avec son cerveau organique et son corps de chair et d'eau. Au centre, on trouve le cyborg, figure chère à l'auteur Ray Kurzweil, dont il sera question plus tard. Donc, selon Asimov, tout processus à partir de la droite doit s'arrêter à la limite du cercle du cyborg, tandis que le processus à partir de la gauche, donc du robot vers l'humain, peut aller jusqu'au bout. Et bon, dans la nouvelle, dans le livre L'homme glissant de mer, c'est justement ça ce qui se passe. Un robot, Andrew, va traverser toutes les étapes pour finalement arriver à l'état d'humain et mourir. Et c'est un peu ça, son suicide à lui, c'est d'abdiquer son immortalité, justement en devenant humain. Et la raison pourquoi le transfert est impossible de l'humain vers le robot, c'est que le cerveau organique, ça c'est Asimov qui dit, moi je ne suis pas spécialiste en neurologie non plus, le cerveau organique ne peut pas être transféré dans une base mécanique sans qu'il y ait une altération et même une destruction de la conscience du cerveau original.
Donc, ça, c'est fait. Ça aussi. Donc, on va passer à la 5e catégorie, qui est le désir de devenir humain. Et ça, c'est un peu propre à Andrew, mais ça permet d'englober un peu la possibilité pour d'autres robots d'abdiquer leur immortalité. Donc, c'est ici que se jouent toutes les nuances. Le robot asimovien ne veut pas mourir en tant que tel. Il ne cherche pas non plus à ne plus exister. Ce qu'il désire, c'est d'exister en mieux, moins selon lui. Le désir de la mort passe par le désir d'être humain. Il ne s'agit pas d'un suicide en tant que tel, mais plutôt d'une dévolution. Si Asimov fait sembler la mort, comme dans la nouvelle L'Hôtesse, comme un trait d'évolution propre aux habitants de la Terre, et qui est à la fois négatif, les humains ne vivent pas longtemps et mourir, objectivement, c'est pas optimal, mais aussi positif, parce que dans la nouvelle, on apprend que le cancer est dans chacun de nous, mais il est aussi dans les extraterrestres. Et les extraterrestres, à cause de leur immortalité, meurent en 3 jours du cancer. Donc, c'est un peu une bénédiction pour nous, la mortalité sur Terre. Asimov a présenté finalement la mortalité comme un but à atteindre, ou du moins un but qui sera ultimement atteint. Le robot, immortel, comprend ces nuances. Il ne veut pas mourir pour mourir. Tout ce qu'il désire, c'est l'humanité. On peut voir des buts similaires dans Seigneur des Anneaux, avec Arwen, que Fanny a mentionné tantôt, ou même dans la Belle Gaillarde, avec la figure de Pug, Gara la sorcière, qui en fait, elle ne fera pas finalement parce que ça va être son mari qui va obtenir l'immortalité, mais elle était prête à abdiquer son immortalité pour ne pas avoir à survivre à son mari. Et c'est la même chose pour Arwen, en fait. Les elfes de Tolkien meurent de ne plus avoir de but dans leur vie, et dans ce cas-là, c'est probablement de toute façon. Elle n'avait pas le choix. Donc, chez Asimov, toute notion de suicide présuppose un désir de liberté. Le plus souvent, la liberté de faire des choix. Non, pas encore. Bon, c'est pas grave. La liberté de faire des choix. La liberté de faire des choix. Ce désir va de pair avec le fait que mourir, pour l'humain, est inévitable. Et je m'explique. Le mot liberté, chez Asimov, et je vais citer le roman L'homme bicentenaire, n'a aucune valeur lorsqu'il se réfère à un robot. Seuls les humains peuvent être libres. Ainsi, au début, Andrew ne voulait pas devenir humain. Il ne voulait qu'être libre, ne plus appartenir à un humain. Ce sera cette liberté qui entraînera sa mort, principalement parce qu'elle n'aura jamais été totale si elle a subsisté en lui une quelconque parcelle de robot, soit son immortalité. Donc, il y a une 6e partie, en fait, qui est immortel suicidaire en tant que figure littéraire. C'est très bref, en fait, je vais lire. L'immortel suicidaire, comme nous allons le présenter, est un être qui possède l'immortalité mais qui n'en veut pas. À la base, c'est ça. Que cette immortalité soit innée ou acquise n'a aucune importance. Seule la finalité, la mort et toutes les figures. L'immortel suicidaire chez Asimov ajoute une couche de complexité. En plus d'être immortels, ces robots ne sont pas humains, au sens terminologique du terme. En effet, contrairement à l'ère de Tolkien ou à Thor de Stanley, qui sont juste un exemple au hasard, qui sont nés et qui existent, disons, organiquement, les robots d'Asimov sont créés, ils sont construits pour être immortels, à l'image par exemple du golem de Prague ou de Pinocchio de Collodi. C'est à partir de tels personnages qu'Asimov se penche sur la frontière radicale qui sépare l'artefact robotique de l'être humain. À la question « A-t-on vu des immortels heureux ?», la réponse d'Asimov est catégorique. La limite de l'existence humaine et par extension de l'existence artificielle se trouve ailleurs que dans l'immortalité. Et la conclusion, en guise de conclusion, j'aborderai la condition de possibilité principale de l'immortel suicidaire en tant que figure chez Asimov. Le discours asimovien du robot humanisé s'oppose à celui de Ray Kurzweil sur la cyborgisation. Puisqu'Asimov, ses romans et ses nouvelles ne laissent aucun doute à ce sujet, ne souhaitait l'immortalité à personne, il n'était pas question de glorifier les altérations que nous associons aujourd'hui à la post-éthologie ou à la cybernétique. À l'opposé, Kurzweil, dans des livres comme Are We Spiritual Machines et The Singularity is Near When Humans Transcend Biology, présente cette discipline comme des alliés de la bonification de l'humanité. Au final, Asimov aura affaire à la littérature et aux arts connexes une figure innovatrice. Le robot suicidaire, parce qu'il voit l'immortalité de mauvais œil, permet de répondre aux questions qu'on se pose, mais du point de vue de l'immortel qui n'a rien gagné à vivre éternellement.